Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Geek Squadron spécial. Je suis Céline et aujourd'hui je vais être accompagnée par un invité. C'est Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Céline. Alors Sylvain, tu es notre collègue et ami. Tu officies sur Star Wars en direct en tant que podcasteur, mais tu es aussi critique de cinéma pour le site Game Alive. C'est ça, depuis plusieurs années maintenant. Je fais le guignol à écrire des critiques pour les films que je vais voir pour le site Game Alive. Donc un petit site de culture, jeux vidéo, cinéma, avec un esprit un petit peu tordu, un petit peu trollesque, un petit peu marrant, et puis on fait ça pour le plaisir. Et cette semaine, tu as eu la chance d'être invité à la première publique, ou le talent, je sais pas. En tout cas, j'ai eu la chance que tu penses à Eris et à moi pour t'accompagner. Bah oui, puisque l'invitation donnée par la Warner était pour 2 personnes, et que mon chat Maki ne compte pas. Je me suis dit, vu que vous êtes plus fan que moi de Harry Potter, autant y aller ensemble, voir ce que ça donne. Donc pour donner le contexte, c'était le Grand Rex avait organisé un marathon des Animaux Fantastiques dimanche, et du coup le dernier film c'était Les Secrets de Dumbledore, qui sort aujourd'hui, mercredi. Et du coup donc on est allé voir le tout dernier. Et toi, tu n'avais pas vu les 2 premiers? Non, j'ai même pas vu tous les Harry Potter. Mais bon, je connais l'histoire globale du truc, de l'environnement. Idem pour cette saga Les Animaux Fantastiques. J'ai pas vu les 2 premiers. Ils m'ont pas manqué. Tu m'as fait un rapide résumé, à peu près 30 secondes avant que le début de l'épisode 3 commence. Donc j'ai embrayé direct. Bon, on va supposer que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont vu les 2 premiers, et puis on va parler directement du 3e, donc Les Secrets de Dumbledore. Donc c'est une saga, comme tu l'as dit, qui est liée à la saga Harry Potter, hein, c'est un spin-off, on va dire, mais qui, lui, est sorti directement en film. Il y a un livre qui s'appelle Les Animaux Fantastiques, qui est sorti il y a quelques années, qui a été écrit par J.K. Rowling, qui correspond au manuel en fait qu'ont les élèves d'Harry Potter, et l'a sorti dans le cadre d'une opération où elle sortait le Quidditch à travers les âges et les Animaux Fantastiques pour une association caritative. Et du coup, ce livre-là, c'est le livre écrit par Norbert Dragono. Donc c'est pas une histoire, hein, c'est vraiment le manuel pour les élèves, qui est annoté par Ron et Harry qui font des petites bêtises. Il y a un morpion, il y a ce genre de choses. Moi, je vous le conseille, hein, j'ai mon propre mon propre exemplaire à la maison. C'est assez drôle. Lancez-vous, il y a pas de souci. Au niveau du casting pour ce 3 premiers, on va retrouver Eddie Redmayne dans le rôle titre, Norbert Dragono, Newt Scamander en anglais. On retrouve Ezra Miller dans le rôle de Croyance, Credence. On retrouve Dan Folger dans le rôle de Jacob Kowalski. Alison Sudol dans le rôle de Queenie Goldstein. Dans le 2e film, on avait des nouveaux personnages qui étaient rajoutés. On avait Jude Law dans le rôle de Albus Dumbledore, Callum Turner dans le rôle de Thésée Dragono, William Nadilan dans le rôle de Yusuf Kama, et Victoria Yates dans le rôle de Bunty. La grande nouveauté cette fois-ci, c'est l'arrivée de Mads Mikkelsen dans le rôle de Gellert Grindelwald. Ce rôle-là, il était tenu par Johnny Depp, mais à la suite de ses déboires judiciaires avec la justice, on va dire, voilà, judiciaire, il a été remercié, il a été remplacé par Mads Mikkelsen. On lui a indiqué gentiment la sortie et ne plus revenir. Et alors, comme on était dans une salle avec un marathon, c'était une salle qui avait quand même beaucoup d'ambiance. Donc, je tiens à préciser que l'arrivée de Mads Mikkelsen à l'écran a été énormément applaudie.
Et le Rex a précisé aussi sur son Twitter que l'arrivée de Johnny Depp avait aussi été énormément applaudie. Donc voilà. Les fans ne tiennent pas rigueur à Johnny Depp, mais ne tiennent pas rigueur non plus au remplacement. C'est ça. C'est intéressant. Mais personne ne peut détester Mads Mikkelsen aussi. C'est la classe incarnée. Donc, moi, je dis qu'on est gagnant de toute façon. Bah, franchement, Johnny Depp, sa prestation, elle était plutôt bonne dans le deuxième. Dans le premier, il fait qu'une apparition, mais... Oui, a priori, tout à la fin, quoi, parce que c'est une sorte de polymorphe, si j'ai compris, dans le... Voilà, il change son apparence dans le premier. Et on a un nouveau personnage qui est Lali X, qui est interprétée par Jessica Williams. Alors là, quand vous m'écoutez, vous remarquez qu'il y a quand même un personnage absent dans les rôles titres. C'est le personnage de Tina Goldstein qui était interprétée par Catherine Waterston. En fait, elle apparaît, mais elle a un petit rôle. Donc ça, on en parlera plus dans la partie détaillée, mais... Et on avait aussi Claudia Kim, qui jouait le rôle de Nagini, donc le serpent dans lequel Voldemort fait un Horcrux dans Harry Potter. Bon, déjà, moi, quelque part, quand j'ai vu le 2, j'ai trouvé que c'était un peu exagéré, parce que je vois pas pourquoi Voldemort mettrait son Horcrux dans une personne. Donc je trouve ça très étrange. Et au niveau de la réalisation, on a David Yates qui avait fait déjà les 2 premiers volets des Animaux Fantastiques, et puis toute la fin de Harry Potter à partir du 5e film. Donc en terrain très 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 connu. Du coup, Sylvain, toi avec ton regard neuf, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Je me suis pas ennuyé, mais j'ai pas spécialement apprécié, en fait. C'est même pas le fait de pas tout connaître sur l'univers. C'est vraiment un peu une indifférence un petit peu à ce qui se passe. Parce que oui, Mads a toujours autant la classe. Même Jude Law, je trouve qu'il est génial dans le personnage. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas un rôle aussi, je trouve, classieux. Mais alors, le reste, la mise en scène, comme on est en terrain, j'allais dire conquis, mais plutôt connu. Et elle est standard, quoi. C'est David, c'est un yes man, donc il fait des trucs propres, mais il n'y a pas non plus de super plan ou une super réalisation qui te décroche la mâchoire. Les 3/4 des acteurs, ils ont l'air de se demander ce qu'on leur demande. À part le mec qui fait Jacob, c'est mon perso préféré, je trouve. Mais tu sens clairement que c'est le personnage qui est là pour que le public s'identifie. Le gars sans pouvoir qui est au milieu de tout ce bazar et qui parfois se demande ce qu'il fait un peu là. Mais le gars est sympathique, il est joueur, c'est le seul qui a l'air d'avoir un cœur dans tout ce bordel. Dans tout ce bazar, pardon. Le personnage principal, c'est en fait un personnage secondaire. Le Newton, machin, sa seule vraie scène, c'est de jouer au crabe. J'ai trouvé le film plaisant à regarder, mais je le regarderai pas plusieurs fois, je retournerai pas. C'est typiquement le film du dimanche après-midi, quand il faut digérer, qu'il n'y a rien à faire. Tu zappes sur la télé, tu te mets dessus. Ah ouais, d'accord. Donc on va rester là. Et puis en plus, je trouve que ça manque d'ambition. Ça manque d'ambition. Moi, j'avais cru comprendre que c'était le dernier film de la saga qui bouclait l'histoire. Et puis en fait, non.
C'est vraiment... les gentils contrecarrent les plans des méchants, et le méchant fait « Bon, bah... Tant pis, moi j'y vais. Je vais vous laisser là, moi j'y vais. » Et puis les gentils disent « Bon, bah à la prochaine. » Ça se passe un peu comme ça, pour moi, à la fin. Tu m'avais dit en plus que ça se passait pendant les années 40. Alors, moi, ce que je voulais savoir, parce que je trouve qu'il y a un gros loupé là-dessus, c'est avant, pendant ou après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a toute une idéologie, toute une représentation du nazisme côté magie, mais comme on sait pas comme je sais pas réellement, c'est pas explicité à quelle période temporelle c'est. Tu sais pas si c'est des magiciens nazis, ou si c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, ou si c'est des gars qui se sont radicalisés suite à la Seconde Guerre mondiale et tous les massacres, parce que même le grand plan du méchant, en fait, je l'ai pas compris. Je sais pas pourquoi il en veut aux Moldus. Et tu vois, fixer réellement... Alors, c'est peut-être dit dans les films précédents, mais rien qu'avec ce film-là, fixer précisément ce qui se passe, à quelle date ça se fait, ça permet de modifier les choses. Parce que le grand plan du méchant qui veut éradiquer les Moldus, bah, si par exemple il avait été pris, ou lui, des amis, des connaissances, ou sa famille pris dans les troubles de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il avait vu sa famille tuée et tout ça, je peux comprendre tout à fait que ce soit qu'il se radicalise et dit on va annihiler les Moldus et on aura la paix, de toute façon c'est que des blaireaux qui passent leur temps à se mettre sur la tronche. Alors que là, dans le film, il y a toute une partie des magiciens, c'est des gros nazis, quoi. Alors, pour ça, il te manque le 2, où quand il fait une réunion avec ses partisans, il montre une image de la bombe atomique. Alors, je suppose, parce que c'est pas précisé non plus, mais que c'est une vision de l'avenir, et qu'on est en 40. Et il dit, en fait, vous voyez, les Moldus, ils veulent avoir la toute-puissance sur la Terre, donc il faut les en empêcher, quoi. Après, moi, je suis d'accord avec toi, il y a un gros souci là-dessus, c'est que... depuis des années, en fait, J.K. Rowling nous dit il y a un lien entre Gellert Grindelwald et la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce lien-là, il est pas fait. On a même des scènes là, dans le 3, qui se passent en Allemagne. Honnêtement, ça se voit pas que c'est l'Allemagne nazie, hein. C'est si dans la coupe de cheveux, dans les vêtements de certains des hommes de main, mais même là, j'ai pas compris si c'était des hommes de main du von machin, là, du chef des magiciens à Berlin, ou des hommes d'Hannibal. Je vais appeler comme ça, ça ira plus vite. Mais je pense qu'ils font partie... ils sont du côté de Grindelwald, mais ils font partie du ministère allemand. Mais honnêtement, c'est vrai que j'ai pas plus d'informations que toi. Hein. Je te dis ça, c'est mon interprétation. C'est du nazi, les petits gestapistes là. C'est ceux qu'embarquent. Voilà, c'est l'imperméable en cuir, c'est la coupe de cheveux typique. Même les manifestations des deux partisans là pour l'élection du super chef de la magie, c'est clairement ça en référence. Si vous avez vu comment ça s'appelle, la dernière croisade, avec Indy et son père hein, qui vont se faire une dédicace de tonton Adolphe, c'est quasiment les mêmes lieux, la même imagerie, les mecs avec les drapeaux, machin. C'est avec les statues sur la place, en plus elle est entourée de statues, les mecs qui portent le casque de Dark Vador, là. Tu sais, le casque, le casque militaire allemand, là, avec les deux côtés. Il y a toute une imagerie nazie, et à aucun moment ça te dit réellement qui, quoi, dont, où, c'est qui ces mecs-là, pourquoi, c'est bizarre. Ah, je suis d'accord, il manque quelque chose. En plus, Grindelwald, c'est un nom qui sonne allemand, donc ça. On aurait pu aussi avoir une partie de son background, savoir s'il venait d'Allemagne ou pas. On sait qu'il a passé une partie de sa jeunesse, en tout cas en Angleterre, puisqu'il était lié avec Albus Dumbledore. On sait qu'il y a eu toutes les scènes avec la sœur d'Albus, donc
On sait que ça s'est pas passé. Ça aurait pu être aussi Albus qui se déplace en Europe continentale, on va dire. Là, on sait que c'est pas le cas, que c'est bien Geir Grindelwald qui était à Golteris Hollow. Mais c'est flou, en fait. On a l'impression qu'ils ont pas assez creusé ce background et que du coup, on n'y a pas accès parce que tout simplement, ça a pas été écrit. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que ça a été écrit, mais moi j'ai le sentiment que l'articulation moldu sorcier, elle a pas été fouillée. En plus, c'est vrai que moi personnellement, cette histoire de confédération internationale, je trouve que ça me plaît pas, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu dans Harry Potter. Donc pour moi, c'est une invention qu'ils ont rajoutée, sauf que ils peuvent le rajouter dans le futur, mais pas dans le passé. Ou alors il y a une explication selon laquelle... Ça a été détruit, ils ont arrêté, ouais. Parce que dans Harry Potter, si je me rappelle, t'as des grandes écoles de magie à travers le monde, mais t'as pas une grande réunion, t'as pas des grandes confédérations, des grandes confédérations, t'as pas un espèce de CIO de la magie qui chapeaute le tout. Alors que là, les mecs, on a le gars... qui a un ministère de la magie, tu vois, qui est une partie politique, un ministère de la magie par pays, ça, oui, d'accord, je comprends, mais là, t'as le ministère de la magie de Berlin qui a l'air de chapeauter les élections du grand chef de la magie, dont t'as un Asiate et une hindoue, et puis tout se fait et puis... Non, je pense qu'elle est... elle est sud-américaine, non ? Alors là, je la vois tellement peu, on la voit tellement peu. Elle s'appelle Santos, je crois. Santos ? Ah oui, ok. Alors ça fleure bon l'Amérique latine, là. Ouais. Mais c'est vrai que tu sens encore le film charcuté où il manque, il y a 20 minutes qui ont été coupées dans tous les sens pour tout expliquer, ou tout simplement, les gars se sont pas embarrassés avec leur scénario. Ils ont fait ça vite. Je trouve que c'est dommage parce que le film il fait quand même 2h20. Hein. Oui. Et déjà il se passe pas grand chose, mais dans ce truc il se passe pas grand chose. Et il y a plein de manques sur l'histoire, sur l'environnement global. Et c'est dommage. En plus, ils sont où les animaux fantastiques ? À part Bambi là, et le ballon de baudruche du début, ils sont où les animaux fantastiques là-dedans ? Ah il y a aussi les petits crabes qui dansent. Et je trouve, honnêtement, moi, justement, j'allais y revenir aussi. Moi, j'ai mon petit exemplaire des animaux fantastiques. Autant, quand je regarde le premier, je vois le nifleur, le diméguiche, je vois le vivet doré, je vois plein d'animaux où j'ai lu la description des animaux fantastiques. Alors, dans l'univers, il l'a déjà sorti. Donc, on va dire, peut-être c'est normal que les animaux suivants qu'il rencontre, il les a pas encore mis dans le manuel. Enfin... Ouais, mais ils peuvent faire une mise à jour. C'est un peu bizarre, parce que le Qilin, il y apparaît pas. Les crabes, honnêtement, moi je viens de relire la description des crabes de feu. Moi je trouve que ça correspond pas. Hein. Ah, parce que c'est censé être des crabes de feu, ces machins-là. Donc, je ne sais pas. Ils ont décidé, bon, c'est pas grave, maintenant on va en sortir de notre chapeau. Ça fera des jouets supplémentaires à Noël. Le Qilin, c'est un animal mythologique. Dans la mythologie asiatique, il y a en effet une espèce de petite biche là qui aime être auprès des gens sages. D'ailleurs, si vous buvez de la Kirin, pensez-y, c'est la même chose, c'est la version japonaise du Qilin. Bah, c'est classe, hein. On peut boire de l'extrait de Bambi, c'est ça ? On met du Bambi dans un mixeur, on tasse bien et... Non, c'est pas ça. Si vous buvez de la bière, c'est que vous êtes sage. Super. Ouais. Attention, ce podcast est interdit aux moins de 18 ans. Ah bon ? Ça y est, j'ai l'autorisation, tu peux me lâcher ? Non, je rigole. Et donc, ok, ils ont pris un animal fabuleux comme le dragon, voilà, c'est des animaux qui font partie de la mythologie qu'on a ramené dans Harry Potter. Mais... Bon, en plus le fait que Grindelwald le tue et puis arrive à le ramener à la vie,
Alors, excusez-moi, mais dans Harry Potter, moi, on m'avait raconté qu'on ne pouvait pas ramener à la vie, sauf avec la pierre de résurrection. Non, mais en plus, je trouve que la scène est mal faite parce que donc il tue le petit Bambi à écailles. Puis c'est pas qu'il le ressuscite dans la seconde, c'est que t'attends quasiment 1h30 de film pour qu'il... alors ça va être dégoûtant, mais le petit Bambi à écailles, là, il a commencé à pourrir normalement, parce qu'a priori il l'a pas mis dans la glace. Ils l'ont foutu dans un sac, ils le balancent par terre, et hop, un petit tour du bassin de Lazare de chez Batman, et le machin ressuscite. Alors, déjà, là, un truc marrant, je sais pas si t'as fait gaffe, mais quand il est ressuscité, le petit Bambi, il est gris pâle. Il est gris pâle et il fait plus de lumière. Et après, il est marron, lumineux, tout beau, tout fringant. C'est ça, c'est qu'il est... Et encore, il boite quand il fait la fausse révérence devant Grindelwald. Il est pas en super forme. Et plus ça arrive, plus il est gris, en fait. Donc plus il remeurt. Et il y a personne qui a tilté à ce moment-là. Il y a personne qui... Ce qui est drôle, c'est qu'il est quand même pas très doué, Grindelwald, parce que il ressuscite le truc, mais il a pas prévu un temps assez grand, quoi, parce que le truc, il arrive à recrever sur scène, quoi. Il aurait peut-être pu se garder une petite heure de marge, quand même, au cas où. Parce que 10 minutes de marge, c'était un peu juste, quand même. C'est juste, hein, quand même. C'est parce que, bon, tu peux pas mettre un coup de pied dans le machin devant tout le monde pour le balancer du haut de la falaise. Oh, tiens, hey, Bambi, va chercher ton jouet. Là, c'est surtout qu'il le ressuscite. Et encore une fois, il y a un laps de temps assez conséquent avant la scène où il en a besoin. C'est idiot, c'est mal découpé. C'est boiteux. C'est comme Bambi ressuscité, c'est boiteux, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. À la rigueur, allez, je vais proposer ma propre version. Il le tue, il le ressuscite immédiatement, histoire qu'il soit pas pourri. Et à la fin, en fait, les autres disent il est ressuscité, et ils font un sort de révélation pour voir qu'il est mort. C'est ça. Tada! Allez, je vais me présenter comme scénariste pour les Animaux Fantastiques. Ouais, mais il y a ça, mais il y a d'autres trucs. Par exemple, le titre du film, c'est quoi? C'est Les Animaux Fantastiques et les secrets de Dumbledore. Oui, c'est les Animaux Fantastiques, 2 points, je crois. Les secrets... Alors, moi, j'ai une question toute bête. De quel secret on parle? Alors, c'est une bonne question. Parce que, bon, alors, clairvoyance, la clairance, a priori, on sait que c'est un Dumbledore depuis les précédents films, si j'ai pas dit de bêtises. Exactement. Dans le 2, en fait, à la fin, Gellert Grindelwald dit à Croyance que il est le petit frère de Dumbledore. Donc en fait, la révélation dans ce film-là, c'est qu'en fait, c'est le fils de Albert Sorth. Donc c'est son neveu, quoi. Donc c'est le neveu par rapport à Albus, parce que c'est tous des Dumbledore. Il y a le fait que Ariana, en fait, était un Obscurus. En fait, ce qu'on sait dans Harry Potter, c'est que Ariana, elle a été agressée par des Moldus, parce que ils ont vu qu'elle était en train de faire un sort, que ensuite la famille est partie en cacahuète. Hein. Le père s'est vengé contre les Moldus, il a été envoyé à Azkaban. Ariana est devenue folle, avec des crises de démence qui ont entraîné le fait qu'elle a, par accident, tué la mère. Et il y a cette fameuse dispute entre Gellert, Albus et Albus où Ariana se prend un sort perdu, on va dire, et décède comme ça. Alors là, cette fois-ci, ils disent que Gellert faisait pas partie... Enfin, qu'il riait, mais qu'il n'était pas en train de lancer des sorts. Dans Harry Potter, je crois qu'ils disent que c'est un billard à 3 bandes. Mais qu'en effet, personne ne sait qui est responsable du sort qui a tué. Maintenant, Albert Sorth en veut à Albus parce que c'est lui qui a ramené Gellert, c'est eux deux qui étaient dans leur quête de pouvoir. Dans la mort de
de la sœur. Ils avaient déjà leurs bijoux qui les liaient. Eh ben, ça, c'est quelque chose qui a été rajouté dans les Animaux Fantastiques, donc Parce que si tu suis la logique, vu ce qui se passe justement avec ça, ça peut pas être un sort d'Albus et ça peut pas être un sort de Galère. Puisque leurs bijoux sont autodétruits quand Hannibal essaye de shooter Constance. Comment il s'appelle là, Flash? Croyance. Et que les deux frangins bloquent le sort. On voit qu'à ce moment-là, le bijou qu'il porte et que Albus et Hannibal portent se détruit parce qu'il y en a un. Donc ça peut pas être un sort des deux. Donc c'est l'autre frangin qui a tué sa sœur. Non, parce qu'en fait, justement, ils ont rattrapé le coup. Puisque là, ils disent que Gellert faisait pas partie des lanceurs de sorts. Si t'écoutes Albus, là, il te dit je me disputais avec Albersos, on échangeait des sorts, et Gellert rigolait. Ils ont fait gaffe. Ils se sont rattrapés aux branches, mais ils l'ont fait. Donc, ça veut dire que après, il enjolive sa version quand il parle à Harry Potter en lui disant que Gellert aussi lançait des sorts. Non, mais il est vieux, il était sénile, il a tout oublié. Ouais, c'est ça. Et le secret, c'est aussi qu'il était amoureux, en fait, de Gellert et de Grindelwald. Ça n'a jamais été dit avant. Il disait juste, on était plus que des amis. Bon, en fait, moi, je trouve que c'est pas un secret, en fait. A priori, tout le monde le sait. Mais moi, j'ai bien aimé, justement, la réaction du public. Ça, j'ai adoré. Ça fait chaud au cœur quand ils le disent explicitement à plusieurs reprises dans le film. Qu'ils s'aimaient, qu'ils ont été amants, qu'ils continuent à s'aimer. La petite scène à la fin où ils se balancent des sorts à la tronche et ils finissent par poser chacun la main sur le cœur de l'autre et t'entends boum, 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 boum. Donc l'amour est toujours là. Le public a adoré. Ça, c'est bien. Ah oui, le public du Rex a été à fond. Et moi, je trouve que c'est bien aussi parce que c'est vrai que ça avait jamais été explicité. J.K. Rowling l'avait dit clairement dans des déclarations. Elle avait dit oui, ils étaient amoureux. Mais ça n'était jamais apparu dans aucune œuvre, ni dans les livres, ni dans les films. Donc enfin, j'ai envie de dire, ils ont enfin réussi à poser les mots là-dessus. Bon, ça n'empêche pas la Chine d'avoir censuré le film pour ces raisons-là, mais bon, hein, on n'est pas en Chine. Mais oui, mais on va peut-être pas s'arrêter dans le progressisme parce qu'il y a un pays qui, lui, s'arrête. Bon, à voir, parce que je sais pas si est diffusé au Moyen-Orient, ce film-là. D'ailleurs, on parle de progressisme. Ça me fait penser qu'il y a un concept qui est plutôt intéressant dans le film. C'est, est-ce qu'il faut laisser les fachos se présenter aux élections? Parce qu'en fait, c'est l'argument du ministère allemand qui dit il vaut mieux qu'il se présente et qu'il gagne pas plutôt qu'on lui interdise de se présenter. Moi, je trouve ça assez intéressant. Au début, j'étais pour son argument, sauf que tu te rends compte que le gars est un partisan et qu'il fait aussi partie de la machination. Donc, j'aurais préféré que le gars, qui a quand même une belle tronche de méchant, voire de nazi en chef, hein, sauf qu'il mesure un peu plus d'1 mètre de plus et qu'il porte pas la moustache que notre ami tonton Adolphe. Mais je trouve que ce discours-là est désamorcé par le fait que c'est un partisan et qui fait partie de la machination. J'aurais préféré que, oui, malgré son côté... ce mec est louche, il porte du cuir, il marche au pas de loi. Ce gars a la bonne idée, quoi. Laissons-le se présenter, laissons-le se présenter, faire ses trucs et se prendre une raclée aux élections, et puis il restera avec ses partisans, il l'aura dans l'os, quoi. Mais comme il fait partie de la... Bon, j'allais dire malédiction, non, mais du complot... De la machination. Ouais, de la machination, je trouve que c'est désamorcé, en fait. Mais moi, je suis d'accord avec toi, je trouvais que c'était un argument qui était valable, et je trouve que c'est presque gênant que tous les gentils soient contre. Que tous les gentils disent « Ah non, il faut pas le laisser se présenter ». En fait, nous, venant d'un pays démocratique, on a quand même tendance à dire on peut pas interdire un parti, même si on n'est pas d'accord avec lui.
Et c'est assez choquant. Alors après, en plus, c'est vrai que c'est un peu bizarre le monde des sorciers parce que il n'y a pas d'élection. C'est pas celui qui a le plus de voix qui gagne, c'est le Killing qui choisit. C'est Bambi qui... Ouais, en plus, c'est que a priori, cette partie-là avec Bambi a été rajoutée dans leur désignation. C'est ce que je comprends. Parce que justement, ils en ont un sous la main. Alors qu'on nous dit que c'est un animal légendaire, c'est comme un Pokémon ultra légendaire qui existe qu'une fois par siècle, et qu'ils en ont sur la main. Tenez, on va faire ça. Enfin, dans le film, ils disent autrefois elle désignait notre leader. Donc on comprend que ça fait longtemps que ça a pu être le cas. Et en effet, là. Et d'ailleurs, on sait pas qui est le leader actuel. Moi, on n'a même pas de passation de pouvoir, ni rien. Moi, j'ai compris que c'était le grand con, là, le grand con berlinois. Ah peut-être. Mais du coup, il a les deux casquettes. Il est international et ministère allemand. Je sais pas. Ou alors, le leader, il est mort. Ouais. Ah, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait les nouvelles élections. C'est ça, peut-être. Mais voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a des élections. Ah, il manque une partie. Il manque plein de parties. Bon, moi, j'ai trouvé que la scène avec les crabes, moi, j'ai trouvé ça inutile. Enfin, je trouve que c'est... déjà, en fait, dans tous les films des animaux fantastiques, je trouve qu'il y a toujours une scène avec les animaux, c'est... J'ai envie de mettre des effets spéciaux et j'en mets une tonne, et franchement, ça sert à rien. C'est ça, c'est... Alors moi, je la trouve marrante, parce que la technique pour passer la mort et la destruction dans des grandes souffrances est assez marrante. Mais, ouais, effectivement, c'est... Ah mince, c'est vrai, notre film s'appelle Les Animaux Fantastiques. Faut qu'on mette des animaux fantastiques là-dedans. Bon, alors, on a Bambi, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre ? On va mettre notre crabe scorpion qui fait des claquettes. Ouais, mais en fait, je trouve que cette scène est à l'image de la moitié des trois quarts des persos de l'équipage. Inutile, quoi. Le frangin beau gosse de Norbert, il sert à rien. Mais en fait, en effet, c'est peut-être une scène qui a été rajoutée pour que on ait des animaux fantastiques, on ait un petit peu les deux dragons, parce qu'en fait, sinon, ce que tu disais, ils sont secondaires dans leur propre film, en fait. Et c'est dommage parce que Eddie Redmayne, c'est vraiment un très bon acteur. Et dans le premier, il a un jeu d'acteur qui est juste fantastique. Moi, j'avais lu toute une analyse pour dire que la façon dont il le joue fait penser à à une forme d'autisme, parce que en effet, quand il regarde les gens, il les regarde pas en face et tout. Là, franchement, tu l'as vu, toi ? Dans le comportement, un pouillem. C'est vraiment un pouillem, parce que effectivement, t'as pas le temps, quoi. Il regarde toujours les gens de biais. Alors ça veut pas. Alors c'est pas forcément. Je sais qu'on dit que les autistes ont du mal à regarder les gens dans les yeux. Moi aussi, j'ai énormément de mal à regarder les gens dans les yeux. C'est pas pour ça que je marche. Après, le spectre autistique, c'est tellement large aussi que... Mais par moments, ça a tendance à montrer des signes d'autisme, mais en fait, donc on parle bien de Norbert, du personnage principal qui est secondaire. En fait, il n'a pas de moment, je trouve, il n'a pas de grand moment où l'histoire, où il est la résolution, parce que avec Bambi ressuscité, le mec se dit « Oh merde, j'ai perdu. Oh mince. Oh merde, on a perdu. Bon tant pis, je sais plus quoi faire. » Tu parles d'un héros. C'est ça. Alors que tu vois Jacob pendant le dîner, puis lui qui est donc un moldu qui n'a pas de pouvoir. Qui, en plus, tu vois, tu disais Grindelwald, là, qui est allemand, Jacob Kowalski, qui est donc un juif polonais, les années 40, clin d'œil, vous voyez la ref, qui en a une
super grosse comme ça et qui va clairement voir Dumbledore, non, qui va clairement voir Galahad là pour lui dire fous la paix à ma meuf. Alors que le gars est petit, gros, c'est un boulanger, il a une baguette, truquée, mais c'est le seul qui a un peu de courage et qui a un peu d'honneur dans tout ce bazar. Donc voilà, c'est à lui qu'il fallait envoyer tout là-haut là avec Grindelwald là et de faux Bambi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Jacob, lui, il se révèle complètement dans ce film-là. Il montre vraiment un courage sans faille. J'ai trouvé que c'était peut-être le personnage le mieux traité. Après, ce qui est dommage, ce qui est un peu incompréhensible, c'est pourquoi ils ont écarté Tina, sûrement au profit de Lali. Bon, c'est un peu... Parce qu'il y en a une qui est blanche et l'autre est noire. Alors, oui, je pense que c'est possible que ce soit... Il y a peut-être ça, ou c'est tout simplement un problème aussi basique d'emploi du temps de l'actrice qui jouait... Alors, peut-être. Mais là, je sais pas, mais c'est vrai que... En plus, Tina, c'est encore le personnage super power. Rien n'affecte, même les... Elle arrive à tout faire... y a rien qui... C'est Captain Marvel côté... Pourtant, j'aime bien le perso. Mais c'est le Captain Marvel des magiciens. Toi dégage, toi dégage, toi dégage. Il reste des... Tu parles de Lali, là? Ouais, de Lali. Ouais. Tu vois, la prof. Quand Jacob a quelques petits ennuis au dîner, c'est elle qui résout le truc. La grosse baston avec les valises donuts et les valises, l'autre type de valise, elle est là, ouais voilà, elle est avec les valises piégées. C'est un peu le perso, je te dis, c'est un peu le perso Superman quoi. T'arrives, tu mets 2 claques, ils sont tous par terre et c'est bon, il reste des gens, bon bah j'y vais moi. Au suivant. C'est ça, c'est next. Non, je suis d'accord. Alors moi je suis la première à dire que pour laisser la place à la diversité, ça peut arriver d'écarter des personnages. Après, ouais, je pense que il doit y avoir quand même comme tu dis, peut-être un problème d'emploi du temps, parce que je pense qu'on pouvait rajouter Lali et quand même garder Tina. Je pense qu'il y avait la place pour les deux sans problème. Voilà. Il y avait assez de valises, hein. On aurait pu en rajouter une de plus ou moins. Je pense que ça changeait rien du tout. Mais après, je trouve que il y a plusieurs choses dommages. Ouais, déjà, je pense que le personnage n'est pas assez développé parce que finalement, elle a pas de faiblesse en effet. Alors que le personnage de Tina, elle avait plein de doutes, elle avait plein de faiblesses, elle avait été beaucoup plus fouillée dans les autres films. Elle s'appelle Goldstein, donc encore une fois, on aurait peut-être pu avoir quelque chose avec les nazis, qui a été loupé aussi avec sa sœur, hein, parce que sa sœur est là, mais il y a rien non plus là-dessus. Sa sœur, c'est qui? Queenie. Queenie, c'est la sœur de Tina. C'est les deux sœurs. Et même pour le personnage de Queenie, j'ai pas compris. Elle est envoûtée ou elle est sous le charme? Parce que Jacob lui dit à Grindelwald là de foutre la paix, de libérer Queenie. Alors, je pense que Jacob est persuadé que Queenie est sous charme, mais en vérité, Queenie, il va complètement volontairement. Mais ce que j'aime bien quand même, c'est que quand Jacob est en danger, tu vois, quand elle est évacuée de la salle, elle y met quand même avec Lali des petits coups de magie. Toi, dégage, touche pas à mon mec. Je trouve ça... En fait, elle va avec Grindelwald parce que elle en a marre. Enfin, elle veut justement aller avec Jacob et elle veut pour ça que les sorciers arrêtent de se cacher et que l'amour entre Moldu et sorcier soit possible. Parce que c'est interdit aux États-Unis en fait. L'amour entre Moldu et magicien est pas autorisé aux États-Unis. Aux États-Unis. Ce que j'ai trouvé assez intéressant dans tout le premier film des animaux fantastiques, parce que c'est très très rare que on mette les États-Unis comme un pays ouais, mais c'est la grosse vraiment régressif. C'est ça qui est dommage de pas l'avoir ancré temporellement, parce que ça c'est clairement l'interdiction des mariages mixtes aux États-Unis post-Seconde Guerre mondiale. Ah bah oui, ça fait totalement le nombre d'occasions écho à la ségrégation. Ouais, voilà. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est rare qu'on montre que les États-Unis peuvent
aussi des fois être plus agressif que d'autres pays sur des aspects, et en effet la ségrégation c'est un très bon exemple, et là c'est le cas aussi voilà dans les animaux fantastiques. Et donc dans le 2 en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle enlève Jacob en lui donnant un sort qui fait qu'il se rend plus compte en fait de ce qu'il fait, il est complètement en fait il est déjà amoureux mais il est encore plus amoureux pour l'emmener et se marier en Angleterre parce que là-bas c'est autorisé. Alors que lui, il dit, mais non, je veux pas te faire prendre ce risque-là parce que, c'est interdit aux États-Unis. Donc c'est ça la dispute entre deux, et c'est pour ça qu'elle le charme. Voilà, je te fais le petit résumé. D'accord. Mais, en fait, à partir du moment où Gellert, là, dans le 3, dit, mais en fait, les Moldus, je veux pas juste que les sorciers se révèlent. Les annihiler. Je veux prendre le pouvoir sur les Moldus, voire les exterminer. Là, normalement, Queenie doit le quitter quand même. Enfin, c'est ça, c'est pas alors son but. Que là, elle le fait pas. Elle lutte, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'elle lutte quand Jacob a des problèmes. Elle le défend dans la bagarre. Mais à part ça, elle reste à côté de l'autre, quoi. Elle essaye même pas de manipuler clairvoyance, là, pour... Croyance. Ouais, croyance. Non, mais même lui, tu vois, le gars, on te dit, il est à ça de mourir à chaque fois, il est en train d'y passer, il y a le phénix, machin. Pareil, le gars vient comme Bambi, il vire au gris foncé tout le long du film. Mais voilà, c'est... Mais croyance, il est complètement inutile. Je veux dire, ok, sur la fin, il est là, oui... Oui, mais c'est encore le personnage qui voit la lumière à la fin du film et qui se sacrifie, quoi. Ouais, mais sinon, il est complètement secondaire. On a les messages avec Albert Force. En plus, l'idée de ces messages, je la trouve ridicule. J'ai l'impression que ce film est passé à côté d'un truc. Ouais, parce que les messages, t'as l'impression que c'est des messages cachés. Ben, ils sont à la vue de tout le monde. T'as l'impression que le père, le frère de Dumbledore essaye de planquer les messages sur le miroir. T'as Albus qui est à 1m50 derrière lui, qui regarde le miroir et qui voit les lettres se faire. Non mais sérieusement, les gars, et même Hannibal Lecter, là, qui doit être au courant aussi que Constance fait ses petits messages télépathiques. C'est pas terrible cette partie-là. Enfin, si, parce que ça te permet d'avoir la justification qu'il y a un lien qui s'est fait quand même entre Albatross et Croyance, ce qui fait que la grande révélation, le hug final te paraît pas sorti complètement de nulle part. Mais clairement là, dans le tout premier, à la fin, on pense que Croyance est mort. Et ben franchement, j'ai envie de te dire, maintenant que j'ai vu les 3, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'ils l'ont ressuscité ? Parce que franchement... Mais ça sert à rien. En plus, il a... Où est-ce qu'ils veulent en venir avec ça ? C'est ça, parce qu'en plus, sa mission, c'est de tuer Dumbledore, et il n'y arrive pas, plusieurs fois. Oui. Donc pourquoi, connaissant le caractère un petit peu soupolé, et que c'est le grand méchant de l'histoire qui est là, mais pourquoi tu le laisses en vie ? Une fois, je vois bien. Bon, au bout de 2 fois, tu vois que le gars, il n'y arrive pas, mais tu le dégages. Ah, c'est parce qu'il sait qu'il peut pas tuer Albus, mais est-ce qu'il veut vraiment le tuer ? Alors, tu sais, dans plein de films, je crois que c'est même dans un film, t'as peut-être dû le voir, ça s'appelle Demolition Man. Ah oui, oui. Il y a un grand monsieur habillé tout bizarre, tout blanc, qui a programmé un tueur en série pour foutre le bazar dans la nouvelle ville, et qui lui a aussi implanté un programme de ne pas pouvoir s'en prendre à lui-même. Il peut pas le tuer. C'est vrai que le monsieur qui est le tueur en série, il s'appelle Simon Phoenix, et effectivement, il essaye de buter le vieux déguisé en pyjama japonais, là, et il n'y arrive pas. Et là, il se retourne vers son collègue, c'est Brotois, bute-le. Voilà, fin du problème. C'est ça. Problème réglé. Ben voilà, c'est ça. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour avoir quelqu'un qui soit capable de tuer Albus Dumbledore, mais... Alors, en fait, qu'est-ce qui s'en fout quelque part de Albus Dumbledore, puisque même quand Albus Dumbledore, il est en vie, il est capable de réussir à prendre le contrôle de la communauté entière de sorcellerie. Enfin, il pensait... Bon, en fait, ça foire un petit peu son truc, mais...
Mais en fait, je sais pas si c'est encore là où c'est assez bizarre, parce que c'est encore un plan au billard, un truc à 12 bandes, et puis rien qu'avec les valoches, quand Jacob prend une valise, la première valise qu'il prend, Dumbledore lui... Non, pas celle-là. Mais oui, parce qu'en fait, ça aussi, j'ai trouvé que c'était nul. C'était parce qu'ils te disent, il faut que personne soit au courant du plan pour que Grindelwald ne puisse pas le lire dans l'avenir. Mais en fait, à la fin, tu fais... Mais en fait, tout le monde... Enfin, Dumbledore et Bunty savaient c'était laquelle de valise la bonne. C'est ça. Non ? Donc en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est même pas un truc du côté marrant où pour troller, Dumbledore dira à Jacob, non, pas cette valise. Et il va dire, non, pas celle-là. Et puis au final, non, je déconne. Ça fait 4 fois qu'on échange. Et puis Jacob, pour s'amuser, prendra une valise, la déplace, la plaît à une autre, comme ça, tout le truc part en sucette. Là, c'est vraiment... ah non, pas celle-là. Mais après, t'as le personnage que t'as vu 3 fois dans le film, qui a prononcé 3 mots, qui arrive avec la bonne valise, et Dumbledore fait « Hey, t'as vu, j'ai tout prévu. » Ouais, non, je trouve que c'est vraiment mauvais. En plus, je trouve que ça ressemble un peu trop à la scène de Harry Potter où tout le monde prend du polynectar pour ressembler à Harry Potter et que et que Voldemort ne sache pas lequel est le bon. Bah, tu sais, c'est le type de scène classique. T'as aussi ça dans le remake de Thomas Crown. Aïe, quand Pierce Brosnan... Oui, mais tu le fais pas 2 fois dans la même saga, quoi, merde. Bah, tu sais, quand t'as des marottes, hein, t'as des façons de faire. Quand t'as trouvé le bon filon, c'est quand même con de creuser à côté, c'est ça, voilà. T'as des petites marottes, t'as des petites facilités. Bon, ça marche une fois, on va essayer ça marche 2 fois. Bon, on va continuer sur la lancée, les gars. Quand tu fais une 3e étoile noire dans Star Wars, ça commence à se voir. Ouais, mais tu sais, c'est les facilités scénaristiques. Et on te dise, les gens aiment bien, parce qu'au final, ce genre de scène où avec le plan ultra compliqué, le machin à 12 bandes qui embrouille les méchants, le plan qui embrouille les méchants, et tu sens que même les gentils, ils exécutent les ordres, mais ils savent pas trop non plus ce qui se passe. C'est le genre de scène et de séquence que le public adore. Tu sais, même quand souvent dans les films ou les séries, on t'explique le plan, et puis tu vois le plan se dérouler. Et puis c'est le genre de truc, les petites marottes, le genre de truc que le public adore, et donc qui est utilisé ad nauseam par les scénaristes, sauf que là c'est mal exécuté. Oui, en plus parce que finalement les valises de Jacob et de Lily, elles sont ouvertes tout de suite, quoi. Et celle de Albus. Donc finalement, il reste vraiment que deux valises en lice. Donc oui, tout est fait pour que tu penses que ce soit Norbert qui est la vraie. Mais enfin bon, une fois qu'elle est détruite, tu te dis, ah bah voilà, c'était Bunty, quoi. Enfin, c'est plié. Hein. Surtout que les valises sont piégées. Enfin, t'as 3 valises qui sont piégées. Donc c'est une fois que tout est ouvert, t'as l'attaque des donuts, l'attaque des donuts, l'attaque des livres, et puis il y en a un autre machin, je sais plus ce que c'est, mais c'est. Je sais plus. Oui. Je me rappelle plus, mais même là, la séquence, quand les gars se font poursuivre par des donuts dans des ruelles, moi ça m'éclate. Mais le combat Lily, beau gosse Dragono contre les méchants, c'est encore du 1 contre 1000, et puis les 1000, ils attaquent tous un par un en attendant bien 10 secondes entre chaque, quoi. Ah mais oui, c'est la valise de Thésée, pardon. Je dis la valise d'Albus. Oui, c'est la valise de Thésée couverte tout de suite. Je l'avais oublié, tu vois, tellement il a un rôle tellement bien fait que, tu vois, j'avais oublié qu'il était dans cette scène. Non, moi je trouve que la scène avec les livres et tout, elle donne bien, quand même, ça va. Je vais pas m'en plaindre. Je vais pas me plaindre de tout. Il y a encore un truc, bon, je vais encore râler sur le 2, parce qu'en fait le 2, moi je l'avais pas trop aimé.
surcroyance, toi, il te manque le truc, mais je comprends pas, en fait. Ce qu'on nous explique dans le 2, c'est que on a le personnage de Leta Lestrange, qui nous explique que son petit frère est en danger de mort parce qu'il est menacé par Youssouf Kama, qu'on voit ici, qui fait croire qu'il est du côté de Gellert et qui à la fin se retourne. D'ailleurs, encore une fois, un personnage que finalement il est sous-exploité complètement. Ah non, c'est pas qu'il est sous-exploité, c'est qu'il est pas exploité du tout. Non, voilà. Il serait pas là du film, ça changerait rien au film. Ça changerait rien du tout, ouais. Ah, mais il profite même pas du fait d'être chez Grindelwald pour espionner, pour envoyer des informations. Ah, y a rien, Le mec arrive, il se fait virer ses souvenirs pas bien, et tu ne vois plus du film jusqu'à la fin. T'as même pas le coup, tu sais, dans les films policiers où le policier va chez les gangsters en infiltration, il est obligé de faire des trucs. Non, là, il y a des trucs louches, machin, pour les taxes. Là, il y a rien. Il dit bonjour, il passe une porte, et tu le vois plus jusqu'à 10 minutes avant la fin du film. Ouais, mais si on fait le parallèle, Rogue, par exemple, quand il fait croire à Voldemort qu'il est avec lui, bah Voldemort lui fait faire des trucs... Il fait torturer des moldus, ou... Enfin, voilà. Il lui fait prouver sa loyauté. C'est ça. Et du coup, en fait, pour protéger l'enfant, déjà c'est super louche, il l'envoie en Amérique avec une demi-elfe, et avec la grande sœur. Je sais pas pourquoi on va aussi déplacer la grande sœur, que je ne sais pas comment elle est revenue d'Amérique toute seule, parce qu'en fait c'est pas expliqué. Peut-être avec la demi-elfe. Et il est confié à une anti-sorcière, une femme qui chasse les sorcières de Salem et tout. Donc, t'as envie de dire pourquoi à elle? Pourquoi vous l'avez confiée à elle? Peut-être que avant elle était pro-sorcière et qu'elle a tourné à la suite d'un truc, mais c'est pas expliqué. Encore une fois, on a encore un trou dans le scénario. Et en fait, sur le bateau, Leta échange son petit frère avec un autre bébé. Et donc son petit frère, en fait, le bateau coule, son petit frère décède. Et du coup, ce bébé-là, donc le bébé, on sait pas d'où il vient. Le bébé qui est confié à l'anti-sorcière, à la chasseuse de sorcières de Salem, on sait pas d'où il vient. On sait juste que sa mère était dans un autre canoë, quoi. Et que elle pense que son fils est mort. Puisque c'est un peu louche, hein. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce bordel ? Et c'est vraiment comme ça dans le 2. C'est vraiment comme ça. C'est vraiment nul, hein, franchement. Et en plus, enfin, pour moi, cette personne, c'est forcément une moldue. Enfin, je veux dire, sinon, elle aurait sauvé son fils. Donc là, je sais même pas si c'est précisé, en fait. Quand il parle de Albert Sens qu'il est amoureux, est-ce qu'il précise que c'est avec une moldue ? Non, je sais pas. Franchement, je me rappelle pas. Il nous dit juste que c'était un amour interdit et qu'elle est partie. Et que peut-être qu'il y avait un enfant, mais ils en savent rien. Mais après, Albert Fiennes, il a pas recherché la nana, qui a priori est en vie, elle était encore sur un canot la dernière fois qu'on l'a vue. Il a pas recherché le gamin. Donc là encore, il y a un gros trou dans le scénario. C'est pas un scénario, c'est de l'émental en fait. C'est de l'émental. Il y a des trous partout. Il y a des trous partout. Après, le film est beau, les acteurs sont bons. Les acteurs sont bons, il y a de la Mads et Judd ont une classe géniale. Alors, le film est beau. Alors ça, si j'ai l'occasion de le revoir sur ma télé, je te le dirai, parce que je trouve que le film était très sombre, je trouve. Par moments, très, très sombre. Donc, alors, c'est un petit défaut que je trouve au Grand Rex. On l'avait vu avec un ami qu'on a en commun, Thomas, sur les Transformers. Qu'on a vu souvent au Rex. Les scènes de combat chez les Transformers étaient assez peu lisibles. Alors que sur mes Blu-ray, chez moi à la maison, ça a toujours été très lisible. Donc, je trouve que j'ai toujours trouvé que le Rex assombrissait l'image. Donc, tu vois, par exemple, toute la scène de début avec Bambi, je trouve que c'est très sombre. T'as du mal à voir ce qui se passe.
que même avec l'animal ballon de baudruche, je suis attends, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vois, c'est donc j'espère que c'est la projection au Rex qui était assombrie, quoi. Avec les écrans, c'est vrai que peut-être aussi, comme c'est rétroéclairé, on voit peut-être mieux finalement des écrans de télévision que sur des écrans projetés. Donc voilà, la musique est bien. Bon, il y a quelques thèmes d'Harry Potter qui sont repris, comme d'habitude. C'était le cas aussi dans les autres. Mais ça, je trouve que c'est bien, c'est sympa. Surtout que pour moi, c'est normal. Tu revois Poudlard, donc t'as le thème de Poudlard. Mais tu vois, un truc marrant, c'est plusieurs fois on voit le machin du Quidditch, là, tu sais, le petit machin doré qui se balade. Le vif d'or. Le vif d'or. Et tu le renvoies à plusieurs séquences, tu me dis, ah tiens, ça va peut-être faire un truc, ça va peut-être servir. Et même en Himalaya, tu le revois, ce machin-là. Dis, tiens, il va peut-être servir à quelque chose. Et en fait, non, rien. Ils l'ont juste affiché à l'écran parce que, ça fait... tiens, voilà, tu vois, je suis un vrai, je sais ce que c'est. Moi, c'est ce que j'appelle un peu le syndrome préquel, en fait. C'est quand tu fais un préquel d'un film, tu peux pas t'empêcher d'insérer des trucs du film qui se passe après pour faire des liens. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu les insères, des fois, ça sert à rien et c'est incohérent. C'est typiquement insérer ces 3 PO dans l'épisode 1. Pourquoi tu l'insères? Je sais pas, mais t'as envie de le mettre, donc tu le colles. Et en fait, ça sert à rien. Et là, le vif d'or, c'est clairement ça. Je pense que c'est parce que, à la fin, c'est le vif d'or qui est transmis de Dumbledore à Harry Potter, qui contient une relique de la mort. Enfin, voilà. C'est quand même un objet, en effet, important dans Harry Potter. Enfin, voilà. C'est tout. Je vois pas l'intérêt de le coller partout, quoi. Et puis, mais tu sais, c'est pas simplement juste pour les films préquels, hein. Pour les postologies, ça marche aussi, hein. Ouais. Ça fait 30 ans, mais on marche toujours avec les X-Wing. Oui, mais si tu veux, quand ça se passe après, en général, tu fous pas trop la merde dans la chronologie. Ouais, là, ça se passe avant. Alors que quand tu le fais avant, t'insères clairement des incohérences. Mais même un truc, je sais pas si... Parce que dans la saga Harry Potter, au début, tu vois tous les mages, ils sont habillés avec le chapeau, le truc, machin. Puis à un moment... On t'explique que parce que c'est plus des enfants, ça devient des ados, ils sont en vêtements normaux. Non. En fait, ils sont en robe de sorcier pendant les cours, et ils sont en vêtements normaux pendant les vacances scolaires. Et les week-ends. Et en fait, c'est juste que dans les derniers films, il y a beaucoup de scènes qui se passent pendant les vacances scolaires. D'accord. Mais pourquoi Dumbledore, qui dans Les Animaux Fantastiques a l'air d'être déjà le directeur de Poudlard, est en costume cravate avec petit gilet super méga classe et tu le revois 40 ans après dans Harry Potter, c'est Merlin l'Enchanteur. Tu peux me l'expliquer? Alors, celle-là? Je vais l'insérer au montage vidéo, mais pour ceux qui nous écouteraient en podcast audio seulement, amusez-vous à vous gardez en image Jude Law là, super classe, et puis vous repensez aux scènes où Albus Dumbledore va voir Voldemort quand il est enfant. Parce qu'en fait, ça doit se passer genre 10 ans plus tard. Sauf que c'est l'acteur qui fait Albus Dumbledore dans les films Harry Potter. Donc, en 10 ans, le mec, il a pris 50 ans. On dirait Obi-Wan Kenobi entre la prélogie et la trilogie originale, en fait. Où il se passe 20 ans, mais t'as l'impression qu'il se passe 40 ans. C'est ça. Le soleil et le désert, hein. Quand on te dit que le sable, ça irrite. Là, c'est encore pire, quoi. C'est x10. Là, il est professeur de défense contre les forces du mal. Je sais pas s'il est directeur aussi. Tu crois qu'ils ont dit qu'il était directeur? Peu importe qu'il soit directeur ou prof. Moi, le souvenir que j'ai dans les Harry Potter, c'est que les profs, même pendant les vacances, ils sont déguisés en Merlin l'Enchanteur. Et là, il est en costume petit gilet, montre à gousset, tweet de partout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait un changement du règlement intérieur parce qu'ils en avaient marre de voir des professeurs sexy en pantacourt et string apparent, ou il y a un truc... Je pense que ça, c'est laissé à la discrétion des professeurs, parce que Rémus, par exemple, il
il est quand même beaucoup plus habillé moldu que Severus Rogue. Je pense que c'est plus... bon, après, je pense que c'est aussi selon les réalisateurs, hein, très clairement. On va pas se mentir. Et je pense que les professeurs sont censés s'habiller comme ils veulent. Après, c'est aussi un peu étonnant qu'on le voit professeur de défense contre les forces du mal, puisque ce qu'on savait dans Harry Potter, c'est que il était professeur de transformation avant McGonagall, en fait. Donc ça aussi, on sait pas pourquoi, comment, voilà, bon, il change de portefeuille, hein, c'est comme les ministres. Et j'y rêvais, où à un moment, il dit dans la scène qui se passe à Poudlard, avant qu'ils partent tous en voyage via le tourniquet magique, il envoie, il dit au revoir à une McGonagall, une femme McGonagall. Il y a déjà McGonagall, et ça aussi, je pense que c'est pas très cohérent, parce que pour moi, quand il y a Voldemort, elle y est pas encore. Je peux me tromper, hein, mais pour moi, elle apparaît dans Poudlard plus tard. Bon, après, Maggie Smith, elle est suffisamment vieille pour que tu puisses dire que dans les années 40, ça colle pas si mal, mais... je sais pas... Mais je la trouve un peu jeune pour être déjà professeur. Après, il y a Professeur X qui est aussi super jeune. Bon, ils ont une équipe pédagogique qui est quand même nettement plus jeune que dans Harry Potter. Hein. Oh, mais c'est ce qu'ils boivent, là. C'est leur thé, leur boisson et leurs bonbons bizarres, là. Non, après, la scène dans Poudlard, elle est sympathique. Jacob avec les élèves, moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Mais là encore, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. On est d'accord que Jacob, c'est un moldu. Alors, tous les sorciers sont pas des gros fanatiques racistes. Mais, connaissant la maison Serpentard, que les mecs ne font que des blagues à Jacob et pas nous taper un gros scandale et je vais appeler papa, c'est scandaleux machin, je trouve ça un petit peu incompréhensible. Et en parlant de réaction incompréhensible, tiens, je reviens encore à cette élection là qui me traumatise. Grindelwald est déclaré vainqueur. Ouais! Non, en fait, c'est Santos. Ouais! Il y a un moment, il y a personne qui se fout sur la gueule pour dire « Non, moi, je suis pas d'accord !» C'est ça, mais c'est... je suis désolé, mais ça se passe pas comme ça, en général. C'est une élection, c'est une élection pour les nuls, en fait. C'est une élection vue par Simon et Stella 3 ans et demi. Et même Dumbledore avec mais même il y a Bambi qui se prosterne devant Dumbledore, il lui fait non mais tu es gentil, c'est sympa, mais ça m'intéresse pas, trouve quelqu'un d'autre. Et Bambi qui se déplace devant Santos, allez hop. Non mais ça aussi, enfin, je veux dire, on passe tout le film à nous dire que Dumbledore, il a aussi un côté sombre, que pendant un moment, il a quand même voulu un petit peu prendre tout le pouvoir, et que dans Harry Potter, on nous explique quand même que Harry Potter, il l'a considéré comme un animal qu'il allait mener à l'abattoir. D'ailleurs, Rogue en est outré. Et en fait, là, on nous dit « Ah non, il est super sage. » En fait, non, je suis désolée, mais quand même, on nous a passé 8 films, 7 bouquins, à nous expliquer que Dumbledore, il a l'air parfait, mais que, en fait, sous le vernis, c'est un salaud. Mais c'est pas grave. On revient en arrière, en avant. C'est ça, c'est... Ça, non, et puis aussi, rien que ça, on t'explique qu'il y a le Bambi, là, des personnes sages, il n'y en a pas tant que ça. Et là, en 30 secondes, le gars, déjà, il en trouve 2. Il y a 50 personnes devant lui, il en trouve 2. Et 2 qu'on connaît, comme par hasard. Je veux dire, c'est pas... Moi, franchement, je pensais qu'il allait le faire devant Jacob. Ouais. J'aurais trouvé ça juste excellent. J'aurais trouvé ça génial. Et c'est ce que je pensais, vas-y, trouve Jacob. Mais en plus, ça faisait un bon petit message, un beau petit pied le nez. Et bon, mais qu'est-ce qu'il fait, Bambi? Qu'est-ce que vous voulez, là? Il se prosterne devant les gens qui sont sages. La seule personne qui est sage ici, c'est lui. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Il nous passe tout le film à nous dire qu'il a un cœur pur. C'est ça. Et en fait, ils en font rien. Mais vas-y, bonhomme. Bon, en tout cas, moi, j'espère que dans le 4, on va enfin pouvoir avoir des nazis, quoi. Enfin, avoir quelque chose d'un peu plus concret, d'avoir Gellert Grindelwald qui agit vraiment, parce que pour le moment, en fait, il a pas tué grand monde, hein, je suis désolée.
Non, mais puis... Moi, j'ai envie d'avoir de la guerre. J'ai envie d'avoir de l'action, d'avoir quelque chose où vraiment je me dis c'est un salaud. Parce que pour le moment, à part avoir tué Bambi, franchement, il a pas tué grand monde. Et je trouve ça dommage parce qu'il est pas très méchant, quoi. Il est du côté obscur, mais pas trop. Il est un peu gentil. Même Kylo Ren a l'air plus méchant que lui, quoi. Et j'espère qu'ils avaient pas prévu un trop gros rôle à Ezra Miller, vu qu'ils l'ont mis un peu au chômage, là. Bah, a priori, le petit Ezra, il est pas bien dans sa tête, donc c'est... Entre Johnny Depp, ils sont quand même pas chanceux, hein. Entre Johnny Depp, ça fait deux Miller, têtes d'affiche quand même, ça fait beaucoup. Hein. Encore que, je te rappelle qu'il y a quelques années, Jude Law, il avait des... alors c'était moins grave, mais il était quand même connu pour être un sacré coureur de jupons et autres. Oui, il s'est séparé de sa femme parce qu'il s'est fait la nounou, je crois. C'est ça. Oh, bah, lui et tant d'autres. Mais bon, là, ils sont quand même... Tu vas voir que le prochain, on va voir que c'est le mec qui fait Dragono, là, qui a des bails bien dégueulasses. Ou tu vas voir que Mads Mikkelsen, depuis qu'il a joué Hannibal Lecter, tu vas voir qu'on va retrouver 2-3 bras dans son salon ou dans son... ils sont quand même mal bas. Ils sont pas chanceux sur cette franchise, franchement. Ah non, là, c'est deux têtes d'affiche. Entre l'autrice principale qui a géré tout le truc, qui vire transphobe dès qui part en sucette, et les acteurs utilisés pour jouer les méchants qui partent en vrille, c'est pas... franchement, ils sont pas chanceux. Mais c'est vrai que pour revenir un petit peu sur le grand méchant, c'est vrai que Mads a la classe folle, mais alors la fin du truc, c'est vraiment en mode attention, c'est le grand méchant, bouclier magique. Non mais j'avais rien contre vous, hein, quand même. Je vous aime bien, je ne veux que votre bien. Bon, bah mon plan est échoué. Bah bisous, à la prochaine, j'y vais moi. Je reviendrai. On dirait la Team Rocket dans Pokémon. C'est ça, genre. Et encore même pas. Il saute, il se téléporte et je me barre. Ça se finit en autre boudin, vraiment. C'est pour ça que j'attends qu'il y ait un 4, parce que là... Il arrive quand, Voldemort? Parce que moi, le Galahad, là, grand méchant, Voldemort, il devient méchant dans les années 80. Eh bon, on n'est pas arrivé. Hein. T'as le temps, là. Non, mais normalement, voilà, il y a toute la guerre, il y a son arrestation, enfin, normalement, il y a quand même des choses, hein. Puis il est quand même équipé de la baguette, comment il l'appelle en français? La baguette de Suro, la baguette des reliques de la mort, ouais. Donc normalement, il est surpuissant aussi, enfin, il devrait dépoter ce Gellert Grindelwald. Mais la baguette de Suro, c'est pas celle d'Harry Potter? C'est celle que Harry Potter récupère tout à la fin, oui. D'accord. C'est celle que Dumbledore avait, donc Dumbledore la récupère. Et puis ensuite Voldemort la récupère dans la tombe de Dumbledore après l'avoir tué. Oh, le saligo, c'est un pilleur de tombe. Enfin, quoique, vu qu'il a pas de nez, finalement, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Lui, l'odeur, ça le dérange pas. C'est ça. Mais voilà, c'est... Bon... Alors, j'ai pas quand même passé un mauvais moment, mais comme je disais au début, c'est pas un film que je vais forcément revoir. Pour moi, c'est typiquement les enfants, tu mets les gamins devant les films. Il y a pas de mort, il y a pas de sang, il y a pas de machin. Moi, je trouve que il est pas adapté aux enfants non plus, hein. Ouais, ado. Et après, je pense que je vais te dire merci Sylvain, parce que, enfin, je pense que si tu m'avais pas invité, probablement que je serais pas allé le voir au cinéma, parce que, bah, le 2, j'avais pas trop aimé, je l'avais pas acheté d'ailleurs, je l'ai acheté en Blu-ray vite fait pour pouvoir réviser. Je l'avais vu au cinéma, le 2, et j'avais été déçu, donc, justement, comme je t'expliquais avec l'histoire des bébés, je trouvais que c'est pas cohérent, je trouvais que, puis ça partait en autre boudin, le fait de dire, ah, mais en fait, t'es un Dumbledore, je trouvais que c'était, syndrome préquel-ado. Et le fait en plus de l'avoir vu dans le cadre du Rex en fin de marathon,
je trouvais que l'ambiance dans la salle a participé quand même aussi au plaisir de le voir. Ah, ça joue forcément. Et puis, tu disais, c'est pas forcément adapté aux gamins. Je te rappelle que le rang derrière nous, il y avait le papa et la gamine, et qui, a priori, elle avait l'air d'adorer. Oui, mais je veux dire, faut pas trop tôt, quoi. Oui. Oh, ça va, à partir de 6 mois, tu peux le regarder, le film. Non, il y a quand même des scènes... Bon, la scène la plus violente, je trouve, c'est la mort de Bambi. Peut-être qu'il est plus facile que le 2, où bon, tu vois quand même un bébé couler, c'est un peu traumatisant quand même. Oh, faut commencer... Tu fais déjà la scène de Jack et Rose dans Titanic, et puis après tu descends dans les âges. Ok. Est-ce que t'avais autre chose à dire, Sylvain ? Non. Là, franchement, sur ce film, non. Honnêtement, c'est parce que j'ai eu l'occasion, l'invitation par les gens de la Warner, que je remercie encore. Mais c'est pas spécialement un univers qui m'enchante. Harry Potter, c'est ma sœur adore, mais elle est plus dans l'âge. Moi, je sais que les 3 premiers bouquins, je les ai dévorés quand on allait dans le sud en bagnole. Je dévorais les 3 premiers bouquins, je les dévorais d'une traite sur le trajet. Mais je crois que c'est à partir de La Coupe de Feu que j'ai lâché l'affaire parce que ça m'enquiquinait en fait. T'as moins accroché sur la fin de l'histoire, les Horcruxes, tout ça. Bon, j'ai suivi de loin, j'ai pas vu les films. Mais j'ai suivi de loin, mais c'est pas un univers que j'adore comme Star Wars, comme les Marvel ou comme Zack Snyder. C'est pas... A priori, moi, même là, les animaux fantastiques, ouais, d'accord, c'est... Où qu'ils sont, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on regarde, on est censé aller vers où, là, le machin... Le film se regarde, si vous êtes fan de l'univers, ça se regarde. C'est un bon petit film de famille, je te dis, du dimanche après-midi, mais pour moi pas plus, quoi. Ouais, moi je suis d'accord, moi par contre j'adore l'univers Harry Potter, mais je trouve que les scénarios sont pas à la hauteur, ils sont pas assez fouillés. Je trouve que malheureusement le film traîne finalement sur... l'avancée du scénario par rapport à l'ampleur que va prendre Gandalf aujourd'hui. Finalement, à la fin du film, on n'a presque pas avancé sur la mise en place d'un espèce de régime nazi Grindelwaldesque. Y a rien. Là, le scénar, c'est... Il essaye de se faire élire à la tête des sorciers. Il n'y arrive pas. Fin. Voilà. Bon, d'accord. Et quand est-ce qu'il se fout sur la gueule ? Quand est-ce que... C'est un épisode... Pour moi, c'est vraiment... Quand on parlerait d'une série ou d'un anime, c'est un épisode filler, quoi. C'est ça. Ok, bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Ok. Merci beaucoup Sylvain, merci de m'avoir embarqué dans cette expérience. Voilà, encore une fois, je pense que l'expérience, nous, on est preneurs des expériences au Grand Rex, c'est toujours magique. Je sais qu'on en a plusieurs qui n'aiment pas parce que c'est vrai que quand t'es pas habitué, que t'essayes à voir un film, surtout pour la première fois, dans le calme, c'est foutu, faut pas aller au Rex, les gars, on est debout sur les chaises, Alors oui, il faut aimer l'ambiance. En effet, si t'as envie de calme, faut pas faire ça. C'est pas le Rex. Mais si vous avez envie de sentir la liesse des fans, allez-y, parce que c'est vraiment... Il y a quelque chose qui n'est pas ailleurs. C'est ça, moi c'est une salle, même si je suis pas spécialement bien assis sur les fauteuils, hein, parce que là, moi je suis plus grand que Céline, mais moi le siège, disons que je dépassais d'à peu près 50 cm au-dessus du siège. Et j'avais l'impression qu'ils avaient mis une cale au niveau des lombaires dans le siège, et que j'étais... Ouais, d'accord, c'est pas pratique leur siège.
Mais moi, pour les events que j'ai fait, mes meilleures séances au Rex, c'est les événements Star Wars, c'est Expandable 1 et 2. On était fous, on était debout sur les sièges, enfin, ça, vous avez compris, mais c'était génial. On était fous, on était dingues, et puis c'était génial. Et puis cette main-là a serré la main d'Arnold Schwarzenegger grâce à ça. Donc voilà, bon, ça fait 15 ans et je la lave toujours pas. Hein. Mais voilà, c'est... Heureusement qu'avec le Covid, je te sers pas la main. Ah, c'est ça. mais voilà, moi j'aime beaucoup l'ambiance au Rex. Non, c'est génial. Et puis tu vois, c'est un repère assez vite pour savoir si le public aime ou pas le film. Parce que des séances glaciales au Rex, j'en ai fait. Pas souvent, mais c'est déjà arrivé. Je peux te dire que l'effet, quand t'as 2000 personnes qui ne réagissent pas au film, tu sens que le film, c'est vraiment de la grosse gnognotte. Bon bah du coup, on vous conseille de voir le film, mais peut-être attendez le 4, comme ça vous le prendrez comme une introduction au 4. On espère que le 4 va être dépoté un peu plus, voilà. C'est ça, on espère. Puis si l'occasion se vient, je vous inviterai, se refait, je vous inviterai, toi et Luce. Nickel. Bon bah, on fait des bisous à nos auditeurs. Merci de m'avoir invité. Salut. Salut.